Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan, match nul 2 buts partout entre le Milan et l'Inter ce soir à San Siro, ouverture du score à la 42e minute, un magnifique but de Suso d'une frappe enveloppée du pied gauche sur une contre-attaque, égalisation d'un non moins superbe but de Candreva sur une frappe de loin à la 53e en pleine lucarne. C'est encore Suso qui double la mise à la 58e, 2-1 pour le Milan. Toujours un beau but, une passe décisive de Bacca qui vient de la droite et Suso qui, après avoir éliminé un adversaire direct dans la surface de réparation, ajuste tranquillement Handanovic du pied droit. Et enfin, c'est Perisic qui crucifie le Milan à la 92e en reprenant un corner au deuxième poteau. Nous sommes un peu sonnés, un scénario Hitchcockien, un match rocambolesque. Nous en discutons ce soir à 3 avec Nico et Superio. Salut à vous. Salut. Bonsoir. Nico, c'est difficile, un Milan, on peut le dire dominé, enfin pas tout le temps, mais en tout cas en début et en fin de match, mais qui a longtemps cru tenir sa victoire. Moi, je reste à dire que même si ça fait mal de prendre un but, parce que la victoire nous tendait les bras, il nous restait plus qu'une minute à tenir, c'était la dernière occasion du match. C'est quand même mérité le partage des points sur ce match-là. Milan a joué réellement une demi-heure, a montré vraiment pendant une demi-heure être au-dessus de l'Inter, c'est trop peu sur 90 minutes. Déjà, on ouvre le score contre le cours du jeu, on prend un but au moment où peut-être on est mieux dans le match. Bon, on reprend l'avantage tout de suite après, mais après le deuxième but, c'était fini. On sentait qu'on avait peut-être la possibilité de mettre un troisième, mais à partir de la 65e, 70e minute de jeu, on n'était plus présent. 70% de possession de balle quasiment pour l'Inter. Alors, la possession de balle, ça ne fait pas tout, mais on était vraiment acculés dans notre but. C'est ce qui s'est passé pendant la première mi-temps et pendant les 20 dernières minutes du match. Et c'est bête, mais on le sentait que ça allait arriver, quoi. On le sentait, c'était écrit qu'on allait le prendre, ce pion. Voilà, bon, c'est deux matchs. On a quand même vu un très très bon derby et il faut le signaler parce on en a vu quelques soupes aussi ces dernières années et ça fait plaisir de voir un derby de ce niveau-là avec une belle ambiance. Ah ça on peut pas l'enlever, Soupalio effectivement, un Milan globalement dominé, qui a pris le jeu à son compte on va dire en début de deuxième mi-temps principalement, et un petit peu en fin de première mi-temps avec évidemment le but de Suso, mais globalement, comme le dit Nico, le partage des points mérités, le Milan qui a peut-être aussi un peu souffert derrière, et notamment au niveau de la relance, de l'absence de son meilleur défenseur Romagnoli, ce qui n'excuse pas tout bien sûr, mais ce qui est paradoxal c'est quand même dès le début du match, on a vu que le Milan se faisait manger physiquement par l'Inter, c'est-à-dire qu'on peut pas parler de fatigue comme en fin de match où là effectivement on est sur les rotules, d'entrée de jeu ça s'est vu. Oui, non, selon moi, le Milan ne méritait pas de gagner ce soir, hein. Compte tenu de la physionomie du match, l'Inter peut s'en mordre les doigts. Et d'ailleurs, il faut saluer le travail de Pioli, hein, qui a coaché son premier match. Et on sent que pour une fois depuis le début de la saison, l'Inter avait vraiment une tactique et une mise en place sur le terrain, ce qui n'était pas le cas avec Debourg, comme en témoignent les défaites en Europa League et en championnat. Ils ont bien cadré le terrain, imposé un gros pressing et Locatelli, par exemple, était bien gêné. Et ils ont mis une intensité qu'ils n'avaient pas mis tout au long de la saison. Ils sont rentrés dans le jeu assez rapidement, ce qui n'est pas le cas du Milan qui a gâché toutes les opportunités, qui a gâché pas mal d'opportunités de contre pour faire mal à cette équipe interiste. Bah c'est vrai qu'on a eu l'impression de voir une équipe coachée par Mourinho, c'était marrant. D'ailleurs la préparation du match par l'Inter, je crois, ressemblait un petit peu à ce que faisait Mourinho, avec un huis clos, etc. Tout bouclé, les journalistes pas d'accès, et sur le terrain, cet engagement, cette débauche d'énergie d'entrée de jeu nous a rappelé un petit peu ce que Mourinho faisait notamment contre des équipes comme le Barça qui jouent plus au ballon. Alors on compare pas le Milan-Barça bien sûr, en tout cas ils nous ont pris à la gorge. Et c'est vrai que si on compte les occasions milanaises en dehors des buts bien sûr, on voit une frappe de loin, donc je sais pas, c'est pas vraiment l'occasion de Deschio sur Handanovic à la 40e. On a toujours une frappe de Bacca sur Handanovic à la 42e. Et on a une frappe, alors là, qui aurait pu faire mouche, de Bonaventura à la 50e qui est déviée en corner. Mais finalement, c'est pas grand chose. Les interistes ont été plus dangereux. Nico, quelle a été la clé de ce match? Est-ce que c'est Montella qui s'est fait manger tactiquement tout simplement? Ou peut-on dire que les joueurs ont été défaillants individuellement? Ah, depuis le début, on me dit qu'on a moi je le dis en tout cas avec Tom, qu'on a la baraka, je trouve, et que les matchs se goupillent bien pour nous. Et là, on est tombé face à une très très bonne équipe de l'Inter qui, il faut savoir que même si cette année l'Inter sort de très mauvaises prestations, a sorti deux très gros matchs contre la Roma et contre la Juventus. Et moi, je ne suis pas surpris de voir l'Inter jouer à ce niveau-là, parce qu'au contraire, c'est contre les petites équipes pour l'instant qui sont défaillantes depuis le début de l'année. Ils ont l'habitude de tenir, de sortir des prestations de haute volée contre de bonnes équipes. Et quand tu vois les noms sur le papier, ben, est-ce qu'il y a plus de talent du côté de l'Inter et ça s'est vu au milieu de terrain déjà, où ils ont appliqué un gros pressing et techniquement ils ont été au-dessus de nous. C'est pour ça qu'on a énormément subi.
Et après, en défense, déjà, dès qu'on avait le ballon, on rendait le ballon, que ce soit par Abaté, Deschelio, et Gomez en particulier, même Donnarumma, dès le début, on leur rendait le ballon tout de suite, on n'arrivait même pas à aligner de passe. Je pense que, moi, l'Inter, je l'ai toujours dit depuis le début de l'année, elle a une équipe pour être sur le podium. Ça, c'est mon avis. Et je pense que, voilà, je sais pas si c'est l'effet Pioli, en tout cas, un derby, on sait tous que c'est un match à part. Et l'Inter, avec ces jours-là, nous a montré que il était au-dessus de nous, tout simplement. Et je pense qu'on s'en sort bien en faisant. On avait longtemps cru à la victoire et on s'en sort déjà bien avec un match nul. Voilà. Sous Palio, tu penses que ce Milan-là ne peut pas prétendre sérieusement battre cet Inter-là? Sur ce match-là, non, mais après, en En valeur gérant... pure. Parce que en- Nico nous dit l'Inter est au-dessus de nous en valeur pure en gros, hein, même si t'as pas employé le terme, c'est un peu ça, c'est-à-dire que tu penses qu'il y a plus de talent côté interiste. Moi j'en étais pas persuadé personnellement, hein, mais sous Palio, tu partages cette analyse? Je pense que l'Inter a un talent offensif supérieur, parce que quand tu vois Candreva qui est monstrueux sur le côté droit depuis plusieurs saisons, hein, rien qu'à voir cette prestation d'équipe nationale pour le prouver. Tu as Icardi qui met toujours une vingtaine de buts ces dernières Enfin qui a saisons. été très mauvais ce soir, hein. Oui, mais si tu regardes bien, on est déjà à 10 buts, hein, Ouais. championnat. C'est pas rien, hein. Après, en défense, je veux dire, avec la présence de Romagnoli, je pense on est kiff-kiff, mais le milieu de terrain, il y a quand même un bon potentiel à l'Inter, hein. Des gars comme Banega, Kondogbia s'il retrouve son niveau, Perisic, ils ont une belle équipe, hein. Bon bah on passe au top, du coup Nico, quels sont tes trois joueurs préférés sur ce match, ceux qui d'après toi ont tiré leur épingle du jeu côté milanais? Alors moi, il y en a vraiment deux qui se dégagent au Milan. En numéro 2, je vais mettre Bonaventura, qui a fait un match de dingue au milieu de terrain. C'est simple, c'est le seul qui, lors de la première mi-temps déjà, n'a pas sombré au milieu, qui a vraiment essayé de ressortir les ballons et qui ne les perdait pas et qui essayait de bonifier ces ballons-là. C'est lui qui a fait la passe décisive pour Souzo, si je dis pas de bêtises. Si, La c'est ça. première. Donc voilà, il est sorti sous le standing ovation et même si on a pu voir à la télévision, même les interistes étaient debout aussi pour saluer la prestation de Bonaventura qui a vraiment fait un match XXL et à mon avis il est sorti car il était complètement cramé parce qu'il n'y avait aucune raison de le sortir vu la prestation qu'il nous faisait aujourd'hui. Et après bon bah il y a Souzo, hein. Déjà même avant le premier but, je le trouvais qu'il surnageait avec Bonaventura dans le sens que dès qu'il avait ce ballon, par des petits crochets, des petits dribbles, il arrivait à faire souffler l'équipe et après à ressortir propre. Et après, bon, le premier but est magnifique, il nous libère, il nous permet de commencer ce match, le but de Souzo. Le deuxième est aussi très joli de sa part. Bon, quand tu mets un doublé, déjà dans un derby, tu fais partie des très bons joueurs. Et en troisième, j'ai longtemps hésité, j'ai voulu mettre Gomez au début, mais au final, je me suis rendu compte qu'il a donné autant de ballons à l'adversaire qu'il en a récupéré, qu'il en a sorti de dangereux. Donc j'ai essayé de mettre au final Locatelli parce qu'en deuxième mi-temps, je l'ai trouvé vraiment très très bon, avec une qualité technique on peut voir quand même au-dessus de la moyenne. Et je trouve que pour son âge, sortir une prestation là face à cet Inter-là, en étant tout sauf ridicule, il n'a pas été excellent, il a été bon, ce sera suffisant. J'ai trouvé que, voilà, il était au-dessus de ses coéquipiers, donc j'ai voulu le souligner. Et je tiens aussi à souligner que, est-ce que c'est un lien de cause à effet quand même que les bons résultats du Milan cette année, mine de rien, ouais, mais il faut quand même le dire. Je te vois venir. Mais non, mais on est obligé de le dire, depuis qu'il n'y a plus Montolivo sur le terrain, alors c'est lié à une blessure, mais on voit quand même autre chose. Et On voit depuis quand que même autre chose. Locatelli est là, peut-être aussi, dis donc. Oui, Parce que bien sûr, il y a un c'est lien sûr de que cause à effet. Oui, c'est mais sûr que si on avait mis Montari à la place, ça aurait rien changé. voilà, non mais c'est important de le dire, parce qu'il faut pas dire que Oui, c'est uniquement parce que Montolivo n'est pas là, c'est-à-dire qu'il y a un petit jeune qui a pris la place et qui fait le job. on a mis un joueur qui était meilleur que Montolivo déjà, voilà, qui a, on va dire, les mêmes caractéristiques sur certains niveaux, mais qui essaye déjà de jouer vers l'avant, qui donne très peu de ballons à l'adversaire, parce que Montolivo, il en rendait un stock. Au niveau de la récupération, Montolivo, qui est pourtant l'un des meilleurs récupérateurs de Serie A, tu nous disais... D'Europe l'année dernière. D'Europe, moi personnellement, j'ai pas l'impression qu'il manque énormément à ce niveau-là. Et voilà, alors après, déjà, on gagnait déjà un petit peu en début de saison, même avec Montolivo, vu qu'il s'est blessé en cours de saison. Mais je trouve qu'en tout cas, il y a quand même du mieux dans le jeu du Milan avec Locatelli qu'avec Montolivo, à la même place. Et dans le même dispositif. C'est au tour de Superio de nous donner son top. Ouais, j'ai le même top que mon camarade. Alors j'ai mis Locatelli en troisième position, mais surtout pour son travail défensif et les interceptions qu'il a fait, notamment, si je me souviens bien, en première mi-temps, où il sprint pour contrer un centre, je pense que c'est Perisic, mais j'en suis pas sûr. Et Bonaventura en deuxième position pour sa distribution du jeu et son incidence sur le jeu milanais qui a été extraordinaire. Et Souzo pour ses deux buts et
pour cette patte gauche qui me rappelle celle de Diamanti dans ses meilleures heures à Bologne et qui réussit un très bon début de saison, hein. Déjà plusieurs buts et 4 passes décisives, il est très régulier cette saison. Ah, j'aurais pas été jusque là sur la régularité, mais c'est vrai que ce soir, moi je trouve que ce soir c'est son premier match plein côté milanais, et d'ailleurs je l'ai évidemment mis premier aussi, parce que c'est juste incontestable, il a été brillantissime. L'action qui nous sort, suivie d'une passe en profondeur juste après son but, ça c'est une action de classe également, et on espère qu'il va poursuivre dans cette voie, parce qu'il a un sens du dribble intéressant, et c'est vrai qu'il a une patte gauche assez précise. Moi ce que je lui reprochais, c'était de pas suffisamment servir l'avant-centre depuis le début de saison. Bon, en même temps l'avant-centre est pas facile à trouver, et Bacca n'est pas très performant depuis quelques matchs. J'ai le même top que vous, donc je vais pas être très original. Je vais faire bondir dans les chaumières, mais j'ai quand même failli mettre Abaté, qui pour moi a été le meilleur défensivement côté milanais avec Locatelli. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut quand même voir qui fait les gestes défensifs qui sauvent, pardon. Et je parle pas qu'à la 92e, juste avant le but, où effectivement il empêche, avant le corner, un but interiste. Il a à plusieurs reprises mis le pied quand il fallait. Il est à plusieurs reprises intervenu quand il fallait. Quelques bons tacles, etc. Oui, il y a 2 relances ratées, c'est vrai, mais globalement, j'ai trouvé qu'il avait été au bout de son match, pas au point d'être dans le top, mais on va dire qu'il finit au pied du podium. Voilà. On passe au flop avec Nico. Bah moi en troisième, je vais mettre. Alors j'avais prévu d'en mettre que 2, juste avant le deuxième, avant l'égalisation de l'Inter, car je me suis dit bon, avec un derby quand même, il y a des prestations au final qui sont peut-être un petit peu plus sauvées que d'autres. Mais Nyang, je vais le mettre au final, voilà, en bas du podium. Nyang, tu sais dès le début du match s'il est dans un bon jour ou pas. On a pris l'habitude un peu de le connaître. Alors il se bat beaucoup sur le terrain, ça on peut pas lui enlever, il revient défendre. Mais bon, aujourd'hui, dès qu'il a eu le ballon, ça a été assez pauvre. Il a perdu énormément de ballons en se perdant dans des dribbles assez bêtes. Même des fois tout seul, il arrive à se dribbler lui-même. Enfin, j'étais déçu de le voir sortir si tard. J'aurais voulu le voir sortir avant. Et je pense qu'à la fin, quand il l'a fait sortir après Bacca, c'était peut-être aussi pour garder un peu plus le ballon devant. Et il n'a même pas réussi à le faire. Donc voilà, avec l'égalisation finalement, donc voilà, il se retrouve sur le podium pour les flops. En numéro 2, moi je vais mettre Abaté, que j'ai pas du tout aimé. Ah bon? Je le trouve pas rassurant cette saison pour un sou. Il me fait peur, à part à la 92e minute de jeu où il sort ce ballon de la tête juste avant le corner gagnant pour l'Inter. Je l'ai trouvé vraiment en difficulté sur son couloir. Il est en retard, il se faisait un peu prendre quand même facilement, je trouve, de la part de Bon, c'est par pas les 10 Perisic. dernières minutes, mais c'est pas du tout ce qui s'est passé sur le match. Sur les 10 dernières minutes, il a eu du mal à finir, mais sinon... Je trouve que même dès le début, il a été compliqué avec Gomez et l'entente entre les deux était vraiment très très proche. Bon, ils jouent très peu ensemble depuis le début de la saison en même temps, mais moi je le trouve, je ne reconnais pas le Abaté de l'année dernière où là où tout le monde le critiquait, je le sauvais, mais là cette année pour l'instant. Je t'avoue que j'ai hâte de revoir Calabria parce que je trouve triste à voir. Même quand il va devant en position offensive, avec le ballon, il a énormément de mal. On voit tout de suite qu'il laisse très vite le ballon et qu'il s'enlève des actions offensives car il sait pas ce qu'il va faire avec le ballon. Et il a perdu un nombre de ballons, je trouve, incalculable en première mi-temps. Comme le reste de l'équipe, mais je trouve un peu plus que les autres en plus. Donc, moi je suis pas d'accord, mais bon, je te laisse continuer. Et pour finir, Kouchka, qui m'a alors déçu. J'attendais que dans un match comme ça, que ses qualités, on va dire, de batailleur au milieu de terrain se montrent. Et j'ai trouvé qu'il a été bouffé déjà par Kondogbia au milieu de terrain dans le défi physique. Et j'ai trouvé que pareil, qu'il a perdu énormément de ballons, que dès qu'il avait le ballon, il était très très embêté. Et j'ai trouvé qu'il avait récupéré très très peu de ballons, alors que c'était le vrai récupérateur qu'on avait entre Bonaventura et Locatelli, et que c'est peut-être lui qui en a récupéré le moins. Bon, eh bien on passe à Soupalio. Oui, alors j'ai pas le même top flop 3, pardon. En dernière position, j'ai hésité entre 2 joueurs. Gomez, pour ses relances ratées, son placement approximatif, qui aurait pu coûter un but, et Nyang qui n'a rien apporté, alors que dans un match comme ça, sa vitesse aurait été utile en compte, mais honnêtement, il a rien fait du tout. En deuxième position, j'ai mis Deschiglio qui était très juste défensivement et a réussi à commettre 2 fautes en moins d'1 minute, ce qui lui a valu un carton. Je trouvais qu'il avait beaucoup de mal à défendre sur son côté. Et en première position, j'ai mis Bacca qui n'était pas du tout dans le coup, a même gâché un bon ballon de contre. Il aurait pu décaler Niang, mais a préféré tirer. Je l'ai pas trouvé adapté au jeu du Milan ce soir, voire même assez effacé et absent de la manœuvre, sans être buteur, ce qui ne permet pas de sauver son match.
il fait la passe décisive, mais c'est vrai que ça suffit pas. Alors j'ai failli mettre dans le flop pour ma part, mais je me suis retenu parce que j'ai trouvé Gomez pire. J'ai mis Gomez numéro 3. J'ai pas trouvé Paletta extraordinaire aussi non plus d'ailleurs, mais Gomez pour les relances qui a été suffisamment signalé, mais même il s'est fait prendre à plusieurs reprises, j'ai trouvé assez lourd. Et globalement, on a vu la différence avec Romagnoli. C'est vrai que là, ça a été criant, ça a été frappant. Ensuite, je mets Nyang pour les raisons que vous avez énoncées. Et numéro 1, Kuchka. Je pense que si on a pris l'eau au milieu de terrain, c'est en grande partie parce que Kuchka n'était pas au niveau, n'a pas su répondre aux défis physiques de l'Inter, alors qu'il est justement là pour ça, c'est-à-dire que c'est lui qui est censé mettre du poids au milieu de terrain, c'est lui qui est censé porter le ballon vers l'avant également, à part j'ai oublié exactement quel moment en deuxième mi-temps, excusez-moi, où il a fait une bonne récupération qui amorce une contre-attaque milanaise intéressante. Sinon je l'ai trouvé vraiment en difficulté et pas à la hauteur défensivement. Donc, mais c'est pas la première fois cette saison, hein, je le trouve vraiment très irrégulier. Il nous sort de temps en temps une bonne partie, mais globalement c'est négatif. Peut-être que Mati Fernandez s'imposera, mais le problème c'est que Mati Fernandez n'a pas du tout le même profil défensivement. Et jusqu'à présent, bon, il a joué quelques minutes, donc on va pas juger tout de suite, mais n'a pas été transcendant non plus. Donc il va falloir trouver une solution à ce poste-là, peut-être au mercato, une recrue viendra-t-elle nous rejoindre. Après, si je peux rajouter un truc sur Kuchka, ce qui a pas dû l'aider aussi dans son match, c'est qu'il a pris un carton jaune à la 20e minute de jeu, et quand tu connais le style de jeu de Kuchka, ben tout de suite ça complique aussi pour lui. Hein. C'est vrai. On passe au mot de la fin avec toi, Nico, justement. Le mot de la fin, il sera pour Philippe Genin, qui a donc fêté son 2000e match, comme ils vont dire à la télévision. J'ai lu son interview dans SoFoot et Calcio Mio aussi. Un fan vraiment un passionné de la Serie A, et en plus un supporter du Milan, donc j'ai appris ça et dans l'interview. Et de Montolivo. Ah bon, moi j'étais pas au courant. Ah si, dis donc, il loue ses vertus à chaque match, t'as pas regardé? Je dois être sourd à ce moment-là, où je dois couper oui, ça doit le son, être ça, enfin, ouais. Et non, donc voilà, il y en a très très peu en France des passionnés de la Serie A, et c'est vrai que ça se voit et ça s'entend quand il en parle. Il disait dans une interview dans SoFoot qu'il y avait très peu de mecs, de journalistes qui voulaient commenter des matchs de Serie A, donc s'il passe sur Casa Milan, car une fois il nous a, je crois, tweeté, hein, c'est ça? Oui, il nous a tweeté l'année dernière. Pour la spéciale de fin de saison. Qui pense à nous? Moi ça me dérangerait pas d'être payé pour commenter les matchs, je les regarde gratuitement. Hein. Oui, d'ailleurs la voix c'est quoi? C'est le rhume ou c'est que t'as crié trop devant ta télé? Ah, je te jure que j'ai crié comme un dingo devant ma télé, là je suis prêt pour partir à la douche. Hein. Ah ok, tout s'explique. Bon, non, Philippe Genin qui était déjà sur Canal à l'équipe du dimanche, moi qui suivais à l'époque la Serie A, la grande Serie A, hein, bien évidemment des années 90, et il commentait déjà les grands formats. Donc Philippe Genin, on est habitué effectivement à entendre sa voix pour parler foot, et il faut effectivement lui souhaiter un bon anniversaire. Alors nous passons donc au mot de la fin de Superio. Moi, je voudrais tirer mon chapeau à cette équipe de l'Atalanta Bergame qui réalise un bon début de saison en misant sur de jeunes Italiens. La preuve, il y a 6 joueurs de l'Atalanta qui sont convoqués pour les stages pour les joueurs de moins de 25 ans par Ventura. Et j'ai vu leur match contre la Roma. Et franchement, il y a eu du beau jeu et des joueurs prometteurs comme Petagna, Gagliardini, Grassi, Conti, Caldara. Franchement, j'ai vu de très bons jeunes Italiens et ça fait plaisir à voir. Un Petagna encore un que le Milan n'a pas su garder d'ailleurs, hein, il faut le signaler, il y en a plusieurs comme ça qu'on essaie de récupérer après, je sais pas si lui on ira le rechercher, mais malheureusement ça n'a pas toujours été concluant. On remarque quand même au Milan, hein, je sais pas quel sera le top 3, quels seront vos top 3 lors de la spéciale mi-saison qui approche, hein, puisque la trêve il reste 3-4 matchs là je crois, donc on parlera, on fera nos tops et nos flops comme d'habitude de mi-saison, et c'est vrai que si on regarde Donnarumma, Locatelli, Romagnoli, il y en a au moins 2 sur 3, voire les 3 qui figureront certainement dans nos tops. Donc ça montre que les jeunes Italiens sont performants et dame le pion aux stars qui viennent de l'étranger, qui sont internationales comme Bacca par exemple. Voilà. Ça fait partie des choses qu'on est obligé de signaler et qui nous confortent dans nos opinions et qui montrent qu'il faut donner davantage de chance aux jeunes, on espère en voir d'autres. Bon, nous on se donne rendez-vous samedi prochain pour le déplacement à Empoli, nous répondrons présent. Bonne semaine à tous, salut! Au revoir. Salut.